Va-t-on vers une paix chinoise en Europe? D'abord, ce coup de téléphone, ce premier contact. Voici les indispensables avec Quentin Verichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que sait-on de cet appel téléphonique? Eh bien, selon la Chine, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a décroché son téléphone pour appeler Xi Jinping, le président chinois. Là, l'entretien a eu lieu en fin de matinée. Combien de temps a-t-il duré? Presque 1 heure, selon la présidence ukrainienne. Est-ce qu'on connaît la teneur de l'échange entre les deux hommes? On en connaît les grandes lignes, en tous les cas. L'approfondissement des relations entre les deux pays. Volodymyr Zelensky évoque en tout cas un appel téléphonique long et significatif, avec un résultat, la nomination d'un ambassadeur ukrainien en Chine. Le poste était vacant depuis 2 ans. C'est Pavlo Ryabikhin, le voici, 57 ans, ancien ministre qui a été choisi par le président ukrainien. Un homme de haut rang, donc, il prendra ses fonctions dans les tout prochains jours. Alors la question qui vient bien sûr à l'esprit, est-ce que le fameux plan de paix chinois, évoquons plutôt une douzaine de principes qui ont été mis sur papier, est-ce que ce plan a été évoqué? Alors on ne sait pas si les 2 chefs d'État ont directement parlé de ce plan chinois en 12 points proposé par Pékin il y a 2 mois. Mais de toute évidence, l'idée d'une médiation était au centre des discussions et c'est la télévision chinoise qui l'affirme. Quelques minutes après l'appel, la première chaîne de télévision d'État, la CCTV, rapporte ce que Xi Jinping a dit à Volodymyr Zelensky. Écoutez. 中方发展中乌关系的意愿是一贯的、明确的。无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 Et ce dialogue débouche sur une première annonce. C'est écrit noir sur blanc. Pékin enverra un représentant spécial en Ukraine pour mener des échanges en profondeur avec toutes les parties vers un règlement politique de la crise. Cet émissaire, le voici, Li Hui. Il a 70 ans et il n'a pas été choisi au hasard. C'est l'ancien ambassadeur chinois en Russie pendant 10 ans, entre 2009 et 2019. Il avait été décoré des mains de Vladimir Poutine, d'ailleurs, à son départ de l'ambassade. Notons que Li Hui n'est pas considéré comme un loup combattant, comme peut l'être Lou Shaye, l'ambassadeur chinois en France. C'est donc cet homme qui fera les allers-retours entre les 2 capitales. Oui, depuis quelques jours, et depuis cette interview de Darius Rochebin, tout le monde en France connaît les loups combattants. Désormais, c'est devenu une notion familière. Alors, point important, Quentin, est-ce que Moscou a réagi, a fait un commentaire après ce coup de téléphone? Eh bien, c'est un petit peu sibyllin. Le Kremlin souffre le chaud et le froid. D'un côté, le ministère russe des Affaires étrangères dit prendre acte de la volonté de la Chine de s'efforcer de mettre en place un processus de négociation. Et de l'autre, il fustige une nouvelle fois Kiev. Les autorités ukrainiennes et leurs soutiens occidentaux ont déjà démontré leur capacité à saper les initiatives de paix. Alors, important parce que, vous l'avez bien dit, Volodymyr Zelensky parle d'un entretien significatif. Il va recevoir ce médiateur chinois. Il va envoyer un ambassadeur en Chine. Donc l'Ukraine, qu'il avait d'ailleurs dit, elle avait dit son intérêt pour cette démarche chinoise. Mais les États-Unis, sans qui l'Ukraine serait russe aujourd'hui, ne l'oublions pas. Les États-Unis ont-ils réagi eux aussi, Quentin? Oui, David. Et fait notable, Washington se félicite de la proposition chinoise. Nous pensons que cela est une bonne chose, annonce John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Il poursuit que cela conduise à une sorte de mouvement, de plan ou de proposition de paix significative. Je ne pense tout simplement pas que nous sachions pour le moment. Notons également que la France, qui avait été l'une des seules au départ à prendre au sérieux la proposition chinoise, a également réagi. Nous encourageons tout dialogue qui peut contribuer à une résolution du conflit conformément aux intérêts fondamentaux de l'Ukraine et au droit international. Voici le communiqué de l'Élysée cet après-midi. Oui, vous avez raison de le rappeler. Dès lors que la Chine avait fait part et avait sorti son plan en 12 points, Paris avait exprimé son intérêt. Il y avait un scepticisme général qui existe toujours sans doute encore en large partie, mais l'Élysée, Paris, avait fait part de son intérêt. Merci Quentin. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? C'est la question la plus simple. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que la Chine est peut-être en train de s'immiscer dans le jeu européen ? La paix n'est sûrement pas pour demain. Il y aura d'abord la contre-offensive ukrainienne, on verra. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose ?
Qui veut commencer? Général. Je veux bien. Il me semble que ce geste-là est à fort retentissement politique, mais que sur le fond, ça ne change pas grand-chose à la situation de la relation entre la Russie et l'Ukraine. Je pense qu'il y avait une opportunité là pour la Chine de saisir l'occasion de recentrer sa position par rapport à ce que son ambassadeur à Paris avait malheureusement déclaré quelques jours avant, surtout à l'égard du tiers-monde, de ce qu'on appelle le Sud global. Pour les pays en développement. Pour les pays en développement, voilà, disons-le correctement. Et donc, déjà, un premier élément d'opportunité, c'était celui-là. Pour les Ukrainiens, il y avait aussi un intérêt majeur à se faire reconnaître comme partenaire par la Chine. C'est pour ça que je comprends... Quel intérêt majeur, alors? L'intérêt de montrer aux Russes qu'eux aussi discutent avec la Chine. Et c'est pour ça que je pense qu'à Moscou, ça n'a pas dû être pris... C'est-à-dire, vous, les Russes, vous dites, nous n'existons pas, nous ne sommes pas un État à part entière. Eh bien, les Chinois, eux, nous considèrent tout autrement. C'est exactement ça. Mais selon vous, est-ce que les Ukrainiens croient en cette médiation? Parce que c'est ce qu'avait laissé entendre Volodymyr Zelensky. Je ne crois pas qu'ils y croient à ce stade, parce que, vous savez, la Chine déclare quel est son objectif, la paix. Mais la Russie est pour la paix. L'Ukraine est pour la paix aussi. Ce qui compte, c'est pas dire je suis pour la paix, c'est créer les conditions de la paix. Or, je crois, vous avez fait allusion tout à l'heure au plan 12 points de la Chine. Bon, même si la France avait fait une réception polie, personne ne voyait là-dedans le moindre argument pour convaincre les Ukrainiens, à ce stade, de se rallier à un plan de la sorte. Je pense que personne à ce stade n'imagine la paix. 17 ou 18% du territoire ukrainien est occupé par la Russie et jamais l'Ukraine, aujourd'hui, n'engagerait des discussions. Mais pour demain, bref, pour après notamment la contre-offensive, non, qu'est-ce qui vous agace, Vincent? Non, rien ne m'agace, Dieu merci. Non, simplement, c'est peut-être un jalon, mais certes pas un tournant et moins encore une volte-face. Enfin, il y a un abonné au numéro que vous avez maintes fois demandé. Volodymyr Zelensky a dit depuis février notamment, mais il l'avait déjà signifié l'an dernier, sa disposition à avoir un échange direct avec Xi Jinping, notamment pour la raison qu'évoquait le général à l'instant, c'est-à-dire une forme de reconnaissance formelle. Mais vous savez, la paix a ceci de commun avec la guerre que c'est un art tout d'exécution. Ce qui importe, c'est les modalités. Et si on s'inscrit dans la logique chinoise, une négociation à l'instant T aurait pour effet miraculeux, vu de Moscou, de figer les positions. Alors certes, la Chine n'a pas reconnu les annexions unilatérales des 4 entités, Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Elle n'a même pas reconnu l'annexion de la Crimée en 2014. Exact, mais il faut ajouter immédiatement et dans un même souffle qu'elle n'a jamais condamné l'invasion, qu'elle n'a jamais appelé ni clairement ni de manière ambiguë à un retrait des forces russes, tout en réaffirmant le principe sacro-saint de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Donc je sais qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, mais imaginez qu'il y aurait un choix d'engagement résolu de la Chine. La Chine a besoin d'exister sur la scène, d'être traitée avec les égards dus à une superpuissance, à l'autre grand pôle diplomatique et géopolitique du monde, et à mon sens, ça ne va pas plus loin. Et alors, je termine sur une réponse à une des questions que vous avez à l'instant évoquées. Je suis absolument convaincu que du côté de Kiev, on ne se berce d'aucune illusion en la matière. Bon, quand même, quand ce plan en 12 points avait été mis sur la table par la Chine, c'était des principes un peu généraux. Le premier de ces principes, c'était tout de même le respect de la souveraineté territoriale des États. Quand ce plan en 12 points avait été mis sur la table, on avait entendu Volodymyr Zelensky, vous dites accueil poli, ou c'est vous qui disiez ça, Général Perruche, c'était un peu plus qu'un accueil poli. Il avait dit son intérêt, il avait dit effectivement attendre un coup de téléphone de Xi Jinping. Joséphine, est-ce que pour pouvoir un jour, et encore une fois, le moment n'est pas venu aujourd'hui, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, mais est-ce que le jour venu, pour pouvoir tenter une médiation, ne faudra-t-il pas que l'arbitre, que le médiateur, soit quelqu'un qui soit proche de Vladimir Poutine? Parce que c'est lui, dans cette histoire, l'agresseur. C'est lui qui semble ne pas entendre raison. C'est lui qui semble hors des clous de la raison.
Il y a un enjeu de proximité, mais il y a un enjeu de rapport de force aussi. Il y a une relation quand même asymétrique entre la Chine et la Russie. La Chine, elle est mise en avant dans le rapport de force avec la Russie. Pourquoi ? Bien parce que la Russie, un peu coupée du monde, et en tout cas coupée du monde occidental, a cherché de nouveaux débouchés, de nouveaux partenariats commerciaux, et notamment avec la Chine. Et la Chine, pour la Russie, est un allié essentiel aujourd'hui dans la guerre qu'elle mène en Ukraine. Pour la Chine, c'est un peu différent. Il y a effectivement un lien d'amitié avec la Russie qui ne date pas d'hier. Néanmoins, les Chinois sont pragmatiques et Xi Jinping, le premier d'entre eux. Donc, il n'a pas intérêt à ce que la situation dégénère en Ukraine. Il n'a pas intérêt à ce que la Russie sorte victorieuse et écrase complètement, annexe l'Ukraine par exemple, parce que ça ne plairait pas du tout aux Américains, ça ne plairait pas aux Occidentaux, ça perturberait complètement la situation et le marché économique mondial. Et encore une fois, la première considération des Chinois aujourd'hui, c'est l'économie, c'est le marché, c'est leurs débouchés commerciaux. Donc là, il y a quand même un intérêt très pragmatique de la part des Chinois. Donc ce rapprochement avec l'Ukraine, on le voit un peu comme une tentative de rééquilibrage. Ça fait des mois, voire des années, que tout le monde fait des appels du pied à Xi Jinping, président Zelensky, mais aussi les Américains, les Occidentaux, en lui demandant de prendre position. Jusque-là, la Chine penchait un peu vers la Russie, un peu trop vers la Russie. Et puis là, finalement, elle dit, écoutez, on va essayer de rééquilibrer les choses. On parle à l'Ukraine et on va se positionner en médiateur. Mais la Chine ne sera pas le seul médiateur, s'il doit y en avoir. Mais pour vous reposer ma question et en reprenant vos arguments, soyons clairs, ce serait déplaisant pour nous, Européens, de voir la Chine, un jour, dans quelques mois, peut-être dans plus d'un an, réussir à établir des contacts de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ce serait déplaisant. Mais je vous repose ma question, compte tenu de la tutelle économique au moins qu'exerce la Chine sur la Russie, compte tenu du fait que la Chine est un des rares pays qu'écoute la Russie aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'autre que la Chine peut vraiment établir ces contacts entre les deux pays aujourd'hui ? En tout cas, la Chine est bien positionnée et la Chine aura l'oreille de Vladimir Poutine. C'est pour ça que les déclarations de Moscou suite à l'appel entre Zelensky et Xi Jinping, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent bien l'incapacité pour la Russie de se positionner. Finalement, elle ne peut pas condamner le rapprochement de la Chine avec l'Ukraine tout en disant qu'elle est pour la paix et en même temps, elle ne peut pas dire que c'est une bonne chose puisque ça déséquilibre son rapport de force. Jean-Claude, on peut être surpris par la réaction américaine qui est assez positive après ce coup de téléphone. Les États-Unis ne disent pas attention au jeu de dupes, méfiez-vous des Chinois. Ils sont pro-russes, ils resteront pro-russes. Non, les États-Unis accueillent plutôt favorablement ce coup de téléphone. Pas tant que cela, 3 observations. La première, ça n'est pas parce que l'on accepte de discuter que l'on accepte un résultat par définition. Et le fait d'accepter de discuter, ça permet aux Américains, au gouvernement américain, de dire, vous voyez, il y a eu des propositions, on a été à l'écoute. Alors après, qu'elles ne soient pas acceptables de point de vue ukrainien, etc., c'est un autre sujet, mais les Américains pourront dire, vous voyez, on n'a pas fermé la porte. N'oublions pas que l'Amérique finance une grande partie de cette guerre, et le gouvernement américain qui va en plus devoir rendre des comptes au peuple américain bientôt dans le cadre de sa campagne, va devoir dire, nous avons dépensé de l'argent. Imaginez qu'il arrive en disant, on a complètement dit non à toutes les propositions qui ont été faites, quelles qu'elles soient, sans préjuger du bien fondé ou de la bonne foi, etc. Mais nous allons continuer à payer. L'électeur moyen américain, vous savez, assez rapidement, c'est la politique domestique qui va l'emporter. On va devoir justifier, expliquer. Deuxièmement, pour les Chinois, c'est aussi une façon de dire nous ne voulons pas que les Américains soient les seuls leaders sur la scène internationale, et donc nous nous positionnons, nous faisons montre. Ça, c'est l'intérêt chinois. C'est l'intérêt chinois. Et du côté ukrainien, même si je suis persuadé qu'ils ne se font pas beaucoup d'illusions en l'état de la situation, ça sera aussi une façon de dire, on a ouvert la porte, en tout cas on a accepté la main tendue des Chinois, vous voyez bien que ça n'a pas marché ou ça n'a pas encore marché, donc continuez à financer. Parce que pour que l'Amérique et l'Occident d'une manière générale puissent financer, encore faut-il que l'Ukraine ait des moyens de dire continuez encore et continuez à nous aider. Donc de ce point de vue, chacune des parties a intérêt. Dernier point, les Russes ont aussi intérêt parce qu'à supposer qu'un jour
Poutine se décide à revenir à de plus sages positions, il aura forcément besoin d'une porte de sortie. Parce il a quand même un peu échoué. Hein. Il nous avait dit qu'il allait gagner ça en 2 temps, 3 mouvements. En 3 mois, ça allait être terminé. La sortie, à supposer qu'elle soit possible un jour, il faudra l'organiser. Donc c'est vrai que la main tendue des Chinois est la moins mauvaise situation pour eux. Vincent, agacé encore. Hein. Non, pas du tout, mais que cela nous plaise ou non, nous occidentaux, c'est ce que j'allais dire. nous avons besoin de la Chine, sans aucune candeur au demeurant, sur les calculs de Pékin. Souvenez-vous de la formule d'Emmanuel Macron lorsqu'il avait rencontré Xi Jinping. Il faut nous aider à ramener la Russie à la raison. Je le cite, ramener la Russie à la raison. Alors, Qui d'autre peut le faire aujourd'hui? Voilà. Double hypothèque, en ont-ils vraiment envie, les Chinois, et Poutine est-il accessible à la raison? Je remarque aussi quand même un phénomène très intéressant. Pardon, attendez, sur ce point-là, parce que je vous vois aussi sourire, Général Perruche, pourquoi la Chine n'aurait pas intérêt à ramener la Russie à la raison? La Chine a besoin, comme le disait Joséphine, d'une Russie pas trop faible, mais pas trop forte. La Chine a besoin des hydrocarbures russes. Bien sûr. Est-ce que ça n'est pas son intérêt? Non, c'est son intérêt. Et la Chine a besoin aussi que soit réaffirmé sur le plan international le principe de l'intangibilité des frontières parce que Taïwan. Oui, mais on ne doit pas oublier non plus la centralité du combat contre l'impérialisme américain qui reste vraiment le cœur du réacteur politique, notamment sous Xi Jinping. Mais je poursuis l'argument, Vincent. Parce qu'elle a besoin justement de la Russie pour ce combat contre l'ordre américain dans le monde, si c'est une Russie irrationnelle qu'elle trouve à ses côtés, ça ne fera pas son affaire. Elle n'a besoin ni d'une Russie triomphante, ni d'une Russie anéantie. Elle a besoin d'une Russie dépendante, vassalisée économiquement et géopolitiquement. D'ailleurs, vous remarquerez la tiédeur extrême de la réaction de Moscou. Vous savez, prendre acte dans le lexique diplomatique, c'est à peu près le degré zéro de l'enthousiasme. Hein. Non. En dessous, il y a la désapprobation. Donc, ça veut dire aussi que les Russes redoutent d'être d'une manière contraints d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais, je termine sur un point très simple, si les Chinois veulent apparaître comme ce qu'on appelle aux États-Unis les honest brokers, vous savez, le courtier honnête, en quelque sorte le médiateur équidistant, il y a encore beaucoup de boulot quand même. On n'en est pas là du tout. Un dernier, juste un point. Vous avez dit ça serait déplaisant pour nous Européens. Je crois, David, très franchement, qu'aujourd'hui, il nous faut probablement oublier. Ce sont des notions presque sentimentales. Presque, j'allais parler d'émotions. Je suis d'accord avec vous. Et le sentiment n'a pas sa place. On n'en est plus là parce que la situation du monde est ce qu'elle est, parce que cette guerre, on voit bien qu'elle risque d'embraser toute la planète, parce qu'il y a l'Europe, mais vous avez les pays du Sud, traditionnellement dit le Sud global, qui souffrent aussi de cette guerre. Vous avez la Chine qui n'a pas intérêt, pour des raisons économiques, à voir la planète entière s'embraser dans un drame économique. Donc là-dessus, je pense que nous devons... Non, mais vous allez dans le sens de mes interrogations, Jean-Claude. Vous allez dans le sens de mes interrogations. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde préférerait que nous, en Europe, puissions régler les conflits européens. Mais il vaut mieux un règlement, même sous parrainage chinois, que pas de règlement, David, évidemment. Le conflit se déroule en Europe, mais c'est un conflit international. C'est un conflit international. Deuxième point, n'oublions pas une chose, la Chine se voit comme une puissance, un empire de 5000 ans, et ne se voit pas comme un petit joueur. Je crois qu'il faut arrêter d'imaginer la Chine que vous et moi, nous avons étudiée dans les manuels de lycée dans les années 80, en se disant c'est un pays en développement, etc. Ça n'est plus cela. La Chine se considère comme une puissance, elle est redevenue ce qu'elle considère qu'elle a toujours été. Mais dernier point qui va dans le même sens, Général Perruche. La Chine a réalisé l'exploit il y a 3 semaines de mettre à la même table l'Iran et l'Arabie Saoudite. La Chine, il y a quelques jours, se disait prête à faciliter un accord de paix israélo-palestinien. La Chine se disait prête à faciliter un accord de paix israélo-palestinien. Donc la Chine se vit comme un acteur de la paix dans le monde. Donc pourquoi ne réussirait-elle pas en Europe? Eh bien parce que à la tête de la Russie, il y a un homme qui s'appelle Vladimir Poutine et qui est engagé dans une guerre de façon stratégiquement très maladroite et dont on n'imagine pas qu'il puisse sortir sur une base rationnelle, telle que vous la définissez. Sauf s'il n'a pas le choix.
Je crains que même s'il n'a pas le choix, il aille au-delà du rationnel parce que il sait très bien que si il est sur la reculade et parce qu'on peut imaginer des scénarios. Le scénario, les deux scénarios qu'il faut exclure, si on veut une médiation, c'est la Russie est raccompagnée complètement chez elle, hors de la Crimée, du Donbass, etc. C'est une catastrophe, c'est une secousse tellurique pour la Russie, son régime, sa classe politique, etc. C'est une catastrophe, mais où est-ce que cela nous conduit de considérer que c'est une catastrophe ? On ne sait pas. Mais je voudrais compléter en disant, du côté ukrainien, un deuxième scénario qu'on peut exclure, c'est les Ukrainiens qui perdent complètement. Parce que si les Ukrainiens perdent, c'est nous qui perdons aussi. Attendez, parce que là, on est au cœur du sujet. Pour vous, il faut exclure le scénario d'une Russie défaite qui devrait renoncer à toute prétention territoriale sur l'Ukraine, y compris le Donbass. Il faut l'exclure, ce scénario. Oui, enfin, pour que Vladimir Poutine reste un négociateur crédible, si vous voulez. Et dans le cadre de la médiation chinoise, si médiation chinoise il devait y avoir, effectivement, ce serait probablement un des scénarios exclus, parce que Xi Jinping, encore une fois, ne peut pas se permettre d'avoir une Russie totalement défaite, détruite et déstabilisée. Ce qui fait... Parce qu'il y aurait des conséquences internes très très fortes. Et Joséphine, je rêve à voix haute. La contre-offensive ukrainienne est couronnée de succès. Les armes occidentales font la différence, la détermination des combattants ukrainiens aussi. Et l'Ukraine récupère tous ses territoires, y compris peut-être la Crimée. Si c'est ce qui se produit, est-ce que la Russie, est-ce que Moscou, est-ce que Poutine aura le choix ? Là, si c'est les armes qui parlent, je pense que c'est différent. En revanche, ce que la plupart des observateurs mettent en avant, c'est que cette réussite-là, ce succès total, il est peu probable dans le cadre de cette contre-offensive qu'on prépare. En tout cas, il est lointain. Voilà. Il est lointain. Et à plus long terme, probablement. À votre question, la presse américaine du jour apporte une ébauche de réponse à partir des confidences de plusieurs acteurs du renseignement américain. La conclusion qui est tirée à Washington, c'est que même en cas de succès incontestable de la contre-offensive annoncée de l'Ukraine, Vladimir Poutine n'entrera pas dans une logique de compromis, de concession territoriale. Et s'il n'a pas le choix ? Ça veut dire qu'il faut une victoire nette de l'Ukraine, et il ne peut pas y avoir de victoire de l'Ukraine sans défaite de la Russie, contrairement à ce que certains poètes, notamment hexagonaux, pensent. Alors le seul scénario, j'allais dire un peu de compromis, qui pourrait fonctionner, c'est une Ukraine qui aurait repris l'essentiel de son territoire, mais il en resterait encore un petit bout quand même à la Russie. Peut-être la Crimée. La Crimée, peut-être. Sur ces bases-là, on peut rêver qu'on pourrait commencer à négocier. Mais j'ai un grand doute sur la capacité de Vladimir Poutine d'accepter ce scénario.